Eh bien, bonjour, bienvenue à ce webinaire. Je vous propose effectivement que nous nous posions collectivement une question par rapport au dialogue social. Comment préparer ce dialogue social dans l'après-Covid, enfin ce qu'on va appeler effectivement après cette phase où ce dialogue social va reprendre ses formes. La question se pose et surtout, je vais vous proposer donc d'y réfléchir au travers d'un certain nombre de questions. Alors voilà, euh, un peu la règle du jeu, si vous en êtes d'accord, je vous propose de vous faire une présentation où vous aurez peut-être des questions au fil de l'eau. Je vous propose de les enregistrer, ce sera pris par les services techniques qui les prendront et je pourrai sans problème, je pourrai y répondre à la fin donc de cette présentation. Alors, donc bienvenue sur ce webinaire. Les quelques visuels que je vais vous présenter sont pas en tant que tels autoporteurs, c'est-à-dire que vous n'y trouverez pas l'ensemble des éléments que j'apporterai. Ils sont par le biais des questions. Finalement, un point fort qui se pose, c'est souvent le pourquoi de la question, avant tout. Mais je vous propose qu'on se pose et on raisonne par rapport à ce dialogue social de la sorte. Alors, pourquoi poser cette question, hein, et je ferai juste une petite introduction avant de faire ma présentation, qui je suis tout simplement. Pourquoi poser cette question? Parce que la régulation du dialogue social est importante, très importante, et aujourd'hui, elle nous interroge. Alors, avant de rentrer dans les interrogations et puis les pistes qu'on va pouvoir ensemble regarder, je vous propose simplement de me présenter succinctement. Je suis donc Marc Bretel, je suis consultant donc indépendant depuis plus de 4 ans. J'ai travaillé plus de 30 ans dans une grande entreprise, dans le domaine des relations sociales et dans les instances représentatives. J'ai la particularité d'avoir été des deux côtés de la table pour avoir autant siégé côté salarié que employeur. Et puis, au demeurant, je suis depuis plus de 10 ans chargé de cours, donc je fais des prestations à l'université de Versailles-Saint-Quentin en droit social collectif, principalement droit social, j'allais dire syndical, et protection sociale complémentaire en entreprise. Donc, je suis amené à faire ces différents cours. Je suis donc très passionné par les relations sociales, le dialogue social, mais dans tous ces éléments-là, une question souvent se pose, évidemment. Elle va être la connaissance même de ce qu'est le dialogue social. On en écrit des livres et des livres. Je vous propose, alors comme tout ce que je vais vous développer, ce sont évidemment ma vision, ma réflexion, mon analyse. Donc, eh bien, je vais vous la présenter et puis eh bien, vous pourrez réagir par rapport aussi à vos expériences, car je pense que vous devez en avoir si vous voulez poser des questions. Alors, on va revenir quand même, me semble-t-il, un petit peu aux fondamentaux, c'est-à-dire on va devoir quand même se dire, mais ce dialogue social, est-il possible de savoir de quoi on parle? Pourquoi il est vital de savoir de quoi on parle de ce dialogue social? Parce on va devoir se poser des questions. Comment je vais pouvoir animer ce dialogue social, répondre à ces injonctions, répondre à ces nécessités, et si je dois y répondre, plus je vais cerner correctement ce dialogue social, plus effectivement je vais savoir quels sont les acteurs qui peuvent effectivement être pleinement actifs. C'est du reste ma première analyse que je ferai, et que je vais vous livrer, c'est que ce dialogue social, très souvent,
on ne retrouve pas au sein des entreprises tous les acteurs dans leur rôle et dans ce qu'ils peuvent faire. Alors, regardons cette présentation. Alors, je vais vous faire une présentation et je vais vous expliquer qu'en réalité, ce que j'en déduis de ce dialogue social, on parlera dialogue social, relations sociales, pour arriver à situer les actions et les acteurs. En réalité, on trouve sa source finalement dans les conventions de l'OIT. L'OIT, dans des différentes conventions, on ne va pas rentrer dans toutes, les 144, 154, m'ont permis effectivement, et avec mon expérience, d'arriver à bien poser ça sur un document. Alors, trois dimensions. Alors, évidemment, je rentre par le prisme le plus connu, c'est les relations sociales formelles, celles qui sont normées, institutionnalisées, et on connaît tous cette évolution avec CDP qui réclame ce droit existant, ce monde syndical qui va revendiquer un droit nouveau, et puis on a cette consonante santé-sécurité conditions de travail, et puis CE, ex-CE dans sa composante économique, qui sont revenus constituer notre fameux CSE. Alors, déjà, on peut se poser une question, est-ce que finalement, on a simplement regroupé et puis on a la même structure aujourd'hui qu'hier, à une donnée près. C'est un peu plus, à mon sens, complexe que ça, et l'épisode Covid risque même de le faire changer un peu plus vite. Les questions économiques qui avaient une prédominance dans ces ex-CE et dont on pouvait penser que ce CSE garderait cette prédominance, elle n'est plus aussi certaine que ça. Car la santé-sécurité et les conditions de travail sont venues, par le prisme de la Covid, venir un peu bousculer cela. En réalité, quand les ordonnances ont été faites, on a bien vu que on a même prévu que ce côté santé-sécurité, on allait lui imposer au moins 4 fois par an dans les réunions CE. C'est dire qu'on se disait, finalement, il faut surtout pas que la santé-sécurité disparaisse, et donc on va la contraindre dans un certain nombre de réunions. Je suis persuadé que la réalité, c'est que ça ne va plus être le cas. C'est qu'elle sera quasi omniprésente et qu'elle va prendre un poids tout particulier. Pas simple, car évidemment, pour les acteurs, on va devoir prendre une autre dimension. Donc, les sujets au CSE sont en devenir pour évoluer et être regardés par le prisme, certainement, de l'organisation et des organisations. J'y reviendrai. On a effectivement 3 dimensions. On peut y voir 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension syndicale, une des dimensions qu'on retrouve dans le dialogue social d'entreprise. Celle, effectivement, où on fait du droit nouveau, puisque on va signer des accords. On peut se poser la question, c'est que cette dimension syndicale, elle a quand même été mise plus ou moins sous l'éteignoir depuis 1 an et demi, voire 2 ans. Quelle sera-t-elle au sortir de la Covid, de la phase Covid? Deuxième point, on peut se poser la question sur la dimension des représentants du personnel, cannibalisés par la question de santé-sécurité, par ce fameux risque biologique qui s'appelle la Covid-19 et qui est encore bien présent. On a cannibalisé les débats dans les CSE, mais un cannibalisme bien forcé, et que tout le monde, évidemment, a compris, mais pour autant, on a vu le poids que pouvait prendre la santé-sécurité dans le domaine du dialogue social et surtout des relations sociales formelles. Enfin, on peut se poser la question sur le corps social, c'est-à-dire l'ensemble des salariés. Est-ce que les influences externes à l'entreprise ne vont pas rentrer à l'interne et changer au point d'avoir un corps social qui veut
un peu plus de démocratie, peut-être de démocratie directe. Ça, évidemment, impactera sur notre structure que l'on connaît avec nos corps intermédiaires. Comment peut-on aussi réguler cela? Vous voyez qu'au travers de la simple présentation des relations sociales formelles, on voit bien ces évolutions. Alors, ce que je voudrais compléter, eh bien, c'est que notre dialogue social, il y a évidemment sa composante de relations sociales formelles, mais il y a aussi sa composante très forte de relations sociales informelles. Celle-ci, elle est souvent pas toujours développée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas normée. On est allé sur ce qui était normé, ce que la loi impose, à quoi on doit y répondre. Mais on pourrait la regarder pour ce que moi je considère dans ces trois composantes. Sa composante échange, d'accord? C'est les relations informelles, c'est occasionnel, c'est la machine à café, c'est ces lieux de vie de groupe où on peut effectivement vaquer d'une façon très simple, ces lieux un peu collectifs où il se passe quelque chose. La deuxième composante que j'y vois, c'est ce que j'appelle les groupes ad hoc, un petit peu ces groupes de travail transverses qui existent, hein, on a dans beaucoup d'entreprises, ou celles qui en tout cas l'ont développé, ces groupes, ce qu'on appelle des GMD, des groupes multidisciplinaires ou groupes pluridisciplinaires, ces groupes dans lesquels on phosphore, on réfléchit sur des thèmes souhaitables pour l'entreprise sans être dans un groupe ou un système normé. Ça donne plus de liberté, ça permet d'y mettre d'autres acteurs, y compris des acteurs qui ont des compétences sur des sujets, et ce travail-là peut effectivement ensuite servir et de discussion dans les relations sociales formelles, mais effectivement, on est de par nature sur un travail de fond, un travail dans ces groupes ad hoc très intéressant. Et puis, troisième composante, c'est les bilatérales qu'on connaît, avec effectivement les bilatérales que l'on parle ou aux représentants syndicaux quand on est dans la dimension syndicale, ou aux représentants du personnel quand on est dans la dimension donc des représentants du personnel. Donc on a, si vous voulez, et si vous le voyez, on a un certain nombre de choses. Voilà, moi je tire cette analyse du dialogue social sur cette vision-là. Alors, vous pourriez me dire, mais pourquoi finalement disséquer les choses ainsi? Parce qu'on va se reposer des questions, effectivement, après ça, sur les acteurs. Puisqu'on peut avancer sur cette vision, on peut se reposer les questions. Est-ce que dans ces domaines-là, chacun agit dans l'entreprise? Est-ce que tous les acteurs sont mis sous tension, effectivement, pour prendre sa part à ce dialogue social, tant dans sa composante relation sociale formelle qu'informelle? Alors, je vous propose de continuer ce chemin et puis de l'aborder par le prisme des questions. Vous savez, il me semble, pour moi, le plus important, c'est quand on pose une question, c'est le pourquoi de la question. La réponse, on peut toujours l'apporter. Mais le pourquoi de la réponse, le pourquoi de la question. C'est en réalité par ce biais-là que je vous propose que nous réfléchissions. Alors, effectivement, une quasi-chape de plomb pour répondre à la problématique de la Covid-19. Hein. Nous l'avons tous vécu, d'accord? Y compris jusqu'à un protocole national qui venait, j'allais dire presque s'imposer comme un élément de réflexion dans l'entreprise. Alors que l'entreprise, elle était rentrée évidemment dans ses basiques en termes de prévention des risques. Hein. Vous avez travaillé, comme dans toutes les entreprises, sur le VRP, l'évaluation des risques, sur le document unique d'évaluation des risques, sur le plan prévisionnel de prévention des risques, j'allais dire, les basiques qu'on connaît au sein de l'entreprise qui sont là pour répondre aux risques professionnels. Un nouveau risque est arrivé, un risque biologique qui s'appelait Covid-19, il fallait répondre.
Alors, il faut y répondre, on le sait, hein, c'est l'article L4121-1 du Code du travail qui rappelle à l'employeur son obligation générale de sécurité. Et donc, par ce prisme-là, on a bien vu que ce débat a cannibalisé, j'allais dire, les équipes, tant, j'allais presque dire, évidemment, le CSE, mais les managers. Les managers dans comment travailler en appliquant l'ensemble des gestes barrières et cette politique nécessaire de protocole. Donc, on voit bien que tout le monde a été mis sous tension, sous cette chape de plomb. Est-ce que, finalement, ça peut nous faire changer un paradigme? Alors, quel est le paradigme de ce dialogue social qu'on a aujourd'hui? Le paradigme, il était surtout économique dans l'entreprise. Il était surtout économique. Et puis on parlait de la santé et de la prévention évidemment des risques par le biais de tous ces items. Ce paradigme qui pourrait évoluer, il est un peu sous-jacent et existant dans l'article L4121-1 du Code du travail, dans, pour moi, le troisième point. Quand il parle de l'obligation de l'employeur de mettre de regarder ces organisations et de mettre donc des moyens adaptés. Mettre des moyens adaptés dans l'entreprise. On peut penser, et c'est ma conviction, que la composante organisationnelle et des moyens au sein de l'entreprise vont être demain j'allais dire, mis sur le devant. Car on va réinterroger les organisations dans les entreprises par le prisme de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Et que ce côté santé-sécurité qu'on voulait au moins voir 4 fois par an sera peut-être demain celui qui va être le fer de lance des réflexions au sein du CSE. Ça veut dire qu'on va devoir s'armer, on va au sein des entreprises pour répondre à ça. Ça veut dire aussi, et vous le comprenez, que tous les acteurs vont devoir prendre une part dans cette démarche. Et donc, cette santé, par ce point ce troisièmement de cet article, va changer les donnes. Elles vont d'autant plus changer qu'on se posait la question tout à l'heure, à savoir, est-ce que finalement, est-ce que ce qui se passe en dehors de la société, ce pouvoir grandissant de démocratie sociale qui va-t-il influer à l'intérieur de l'entreprise, donc rendre un corps social plus en demande. Et sur ces thèmes, parce qu'il a été aujourd'hui chahuté, ce corps social, les télétravail, organisations différentes, roulement, des collègues qu'on ne voit plus, qu'on ne voit qu'une fois sur deux, on a changé indéniablement ces relations. Donc, les attentes seront certainement fortes. La question est de se dire, et ça sera une question importante, comment je vais réagir au sein de l'entreprise pour pouvoir garder ces corps intermédiaires comme étant ceux qui doivent continuer à exister. Alors, on va continuer notre réflexion pour se dire, mais finalement, les risques sociaux, collectifs, individuels, est-ce qu'on va connaître une évolution? Est-ce qu'il y a des nouveaux risques qui vont arriver? Et est-ce qu'on va plutôt être, dans une vision conjoncturelle ou structurelle?
Alors, évidemment, on connaît pour beaucoup les différents risques sociaux collectifs, au travers évidemment des domaines de la mobilisation, la revendication, les tracts, les arrêts de travail, la grève. Hein, il est la période après Covid ne va pas supprimer ces, ces risques sociaux collectifs en tant que tels. On a la deuxième composante sur les risques sociaux individuels dans lequel on retrouve dans les retards, absentéisme, les demandes de mutation, on a ces situations personnelles dégradées. Là, on peut connaître des changements. Je pense que la Covid-19 ne va pas laisser les choses comme ça. On a des salariés, effectivement, qui ont connu un mal-être. Et comment ne pas le dire, tout le monde, d'ailleurs, qu'on soit salarié ou non salarié, le mal-être, nous le revivons. Mais nous allons revivre aussi le mal-être sera aussi présent au sein de l'entreprise. Alors, l'entreprise, elle doit y répondre sur ses leviers, hein, bien entendu. Et est-ce que, aussi, l'influence externe de la société civile va pousser aussi ce corps social à y venir? On voit bien, il y avait une question prégnante qui se posait avant même la Covid. On avait rajouté au burn-out et puis au burn-out, le burn-out, le manque de sens au travail. Il était déjà posé avant la période Covid, ce sens du travail. Je suis, moi, persuadé qu'il va prendre une place toute particulière dans la période d'après-Covid. Quel sens j'ai dans mon travail? Et donc, le risque de cette perte de sens, elle sera dans du mal-être, dans ce qu'on appelle communément les RPS. Évidemment, encore une fois, on est dans le prisme santé-sécurité. Donc, par le prisme santé-sécurité, on va encore rentrer dans l'entreprise. Et ce mal-être, il réinterrogera les organisations, les moyens adaptés. Donc, c'est cette analyse qui me fait aller vers cette vision qui sera une vision qui va quelque peu changer quand même notre paradigme de CSE économique avant tout, et puis mes questions, j'allais dire, presque sur le strapontin des questions santé-sécurité. À mon sens, on doit se réinterroger sur comment on va répondre à ces risques-là. Surtout que, effectivement, au terme de 2 ans, quasiment 2 ans, hein, quand on ira, ou 1 an et demi, on va avoir des partenaires sociaux qui vont vouloir remonter, reprendre leur place. Pour l'entreprise, elle le sait, beaucoup de problèmes, c'est compliqué, problèmes d'organisation. Elle aura besoin de négocier des accords, pas toujours faciles avec les délégués syndicaux. Elle aura besoin, avec les représentants du personnel, de rediscuter d'organisation. On va changer la voilure, on changera des choses. Et on sait que les entreprises vont être en difficulté, et donc elles seront dans leur obligation d'ajuster les organisations en leur sein pour pouvoir répondre aux risques de demain. Et pour ça, il faudra bien que ça passe par un dialogue social. Parce qu'il est structuré ainsi. Et un dialogue social fort, nourri, j'allais presque dire visible et lisible, car il faudra qu'il soit visible et lisible tant des acteurs, c'est-à-dire des syndicalistes, que des représentants du personnel, que du corps social. On se devra être attentif à ce que, effectivement, l'ensemble puisse bien comprendre ce qui s'y passe. Et pour qu'il y ait une légitimité, il faudra qu'il soit fort, ce dialogue social. C'est, à mon sens, une contrainte
impérative qui va s'imposer aux entreprises. Alors, lorsqu'on a posé ces éléments-là, on va effectivement maintenant se dire, mais alors, on fait ce constat, ces risques, ces évolutions. Après tout, pourrions-nous pas penser que d'un risque, transformons-le en opportunité? Alors, on peut effectivement avancer, et de la même façon que je vous ai présenté jusqu'à présent ma vision des choses, que je vous propose, elle est de se reposer des questions sur son dialogue social. Il faudra peut-être ou certainement renouveler nos pratiques. Renouveler nos pratiques, ça va être d'identifier l'ensemble des acteurs. Je vous l'ai dit, pour moi, un certain nombre d'acteurs ne jouent pas leur partition pour des raisons très simples. C'est parce que, on le verra un petit peu plus loin, on n'a pas bien cerné les périmètres sur lesquels ils pouvaient être acteurs et quelles effectivement pouvaient être leurs actions. On a besoin de ce véritable dialogue social, donc, et d'intégrer ces nouveaux risques dans ces tendances. Alors, pour restaurer ce dialogue social nourri, fort, tant dans le domaine relations sociales formelles, structurées, donc ce qui est institutionnalisé, que dans la relation sociale informelle. Et là, effectivement, il y a de nouveaux acteurs, ou en tout cas, il y a des acteurs existants dans l'entreprise qui doivent prendre une toute autre part. On va déjà se dire une chose, le dialogue social, ça ne peut pas être l'affaire d'une personne, d'un homme ou d'une femme ou d'un homme. Le dialogue social peut être porté en responsabilité par une femme ou un homme, mais la politique et les actions du dialogue social, elles ont une démarche collective. En tout cas, c'est ce que je crois. Alors, vouloir redonner un dialogue social fort, ce que je vous propose, c'est de regarder quand même les acteurs. Le lieu où effectivement, dans chaque entreprise, à minima, il y a ce dialogue social, c'est bien dans nos relations sociales formelles, au sein du CSE, et puis des rapports qu'il y a avec des organisations sociales, des organisations syndicales. Moi, j'ai envie de vous poser la question, quand on est président de CSE ou quand on a un rôle important au sein du CSE, on peut se poser la question, qu'est-ce que je veux faire de mon CSE? Finalement, est-ce que je prends mon CSE comme un passage obligé, là où on doit discuter d'un certain nombre de points, puis j'en discute car de toute façon, je ne peux pas faire autrement, ou est-ce que je veux en faire un véritable lieu de partage et d'échange? Vous l'avez compris, avec la conjoncture, les éléments que je vous ai apportés précédemment, je pense qu'il est impératif qu'on en fasse un lieu d'échange fort, nourri, important. Parce que l'entreprise a besoin de passer un certain nombre de choses, elle a besoin d'évoluer, elle a besoin de s'organiser, et ça ne se fera pas sans un dialogue social fort. On a l'habitude de dire qu'une entreprise qui est souvent et qui est en grande transformation ne peut pas le faire dans un climat social qui ne serait pas bon. Ce climat social, il est souvent issu, évidemment, de ce dialogue social. Eh bien, avec l'épisode Covid-19, je pense que quasiment toutes les entreprises vont être percutées par cette nécessité d'un dialogue social fort. Alors, on va donc se reposer la question, dans ce CSE, pourquoi? Mais pourquoi? Parce que
la présidence du CSE va devoir être forte. Le président du CSE va devoir impérativement s'impliquer totalement dans ces sujets. Alors vous allez me dire, il le fait déjà, hein, c'est pas la question. Mais il va effectivement devoir donner encore plus de prégnance à cela. Les sujets de fond qui demanderont un minimum d'adhésion, et ils passeront nécessairement par de grands partages. La santé et la sécurité, véritable fil conducteur des discussions demain au CSE. Les réorganisations qui seront nécessaires devront être comprises et acceptées. Elles ne passeront pas sans un dialogue fort. Les impératifs économiques qui s'imposent à l'entreprise, évidemment, elles demanderont effectivement que notre corps social soit peut-être prêt, dans certaines entreprises, à accepter, à des moments donnés, des gels. Je ne rentre pas sur les différents accords, les RCC, les accords de performance collective. Pour certaines entreprises, ce passage-là sera un passage quasi obligé pour garder sa pérennité. Tout cela, sans un dialogue social fort, nourri, n'est à mon sens pas possible. Alors, ce que je vous propose, tout simplement, c'est finalement de se reposer la question, bon, puisque je le vois comme une condition quasi sine qua non, regardons les acteurs. Quels sont les acteurs qui aujourd'hui sont sur le terrain et quels sont ceux, effectivement, qu'on ne retrouve pas. Alors, la filière RH. La filière RH, moi, je parlerai de filière RH, car évidemment, les DRH sont impliqués, les RRH, mais aussi, j'allais dire, tous les collaborateurs RH. Pourquoi? Mais quand on se pose la question liée au domaine des relations sociales informelles, ces domaines ouverts, ces lieux de convivialité, ce sont évidemment, j'allais dire presque des éléments qui vont prendre des températures, qui vont voir des choses, qui peuvent discuter. Parler du dialogue social avec un représentant, ça n'est pas prendre la responsabilité de la politique du dialogue social, c'est contribuer. Les responsables en relations sociales auront besoin demain énormément de contributeurs. Toute la filière RH doit prendre à bras le corps le domaine du dialogue social. Les entretiens, les échanges, qui soient structurés, thématiques, les entretiens d'opportunité, comment peut-on faire? Les bilatérales au travail, évidemment. Et puis, avec les représentants et les syndicalistes, on peut avoir ces réunions techniques d'appréhension sur des sujets techniques, de discussion, donc avoir un certain nombre de thématiques. Tout ce travail-là peut se faire avec l'action de l'ensemble de la filière RH. Maintenant, je vais citer d'autres acteurs. En tout premier, j'ai cité les managers. De ce que j'en retire de mon analyse, de ce que j'ai vu des managers, les managers me semblent trop souvent absents d'un dialogue social fort. Et pourtant, ils sont, j'allais dire, en capacité de l'être, parce que, tout bonnement, ils se trouvent sur 3 périmètres où le dialogue social a lieu naturellement. Regardons ces périmètres, si vous voulez. Premier périmètre, il est informel. Ce périmètre ouvert, c'est le lieu de rencontre, là où, sur la maille de son organisation, c'est le lieu naturel de ses équipes, d'accord? Le lieu de convivialité, évidemment, de la machine à café, c'est le lieu où on peut faire une galette, c'est le lieu de convivialité ou des lieux d'échange qui sont informels.
quelle est la place du manager sur ce terrain-là? Il y a son périmètre personnel. Son périmètre personnel, c'est son bureau, son antre. C'est le lieu où il va recevoir un représentant, recevoir un syndicaliste. C'est le lieu où on verra qu'il a reçu quelqu'un. Pas ce qu'il s'est dit, mais qu'il a reçu. On renvoie une image, on renvoie une prise de reconnaissance pour les acteurs du dialogue social. Son rôle, donc, il est important, il est contributif dans la capacité de ce dialogue social. Troisième périmètre, au périmètre même, j'allais dire, de son groupe responsable. Est-ce qu'il anime des réflexions sur le dialogue social au sein même de son équipe? Vous voyez que il a effectivement trois, j'allais dire, périmètres où il peut totalement être acteur et participer à ce renouvellement. Ensuite, j'ai envie de vous dire, eh bien, les acteurs qui sont de l'autre côté de la table, ce que moi j'appellerais les partenaires sociaux, ces représentants syndicaux, ces représentants du personnel. L'entreprise aura besoin d'avoir beaucoup de compétences face à elle pour répondre à tous ces défis qu'elle devra porter, qu'elle devra comprendre, qu'elle devra, à des moments, faire accepter, car ce sera nécessaire. Pour ça, effectivement, il est ardemment souhaitable d'avoir des partenaires sociaux, alias des représentants du personnel, et des membres et des représentants syndicaux de bon niveau. Alors, eh bien, pour arriver à répondre à tout ça, mais ça passe par de l'accompagnement et évidemment de la formation. Rendre acteur, c'est mesurer là où je peux l'être et comment je peux l'être. C'est possible, bien entendu. Et lorsque il m'arrive de faire des formations pour des managers, quand je vois tout l'intérêt dans leur découverte, comment ils peuvent travailler autrement dans ce domaine-là, eh bien, je vois qu'effectivement, l'entreprise se prive, quand elle ne le fait pas, de cette puissance. Filière RH, les managers, les présidents de CSE, tous ces acteurs doivent, à mon sens, revoir leur mission, reconsidérer l'action dans ce domaine à un moment crucial où, je vous l'ai dit, ce paradigme me semble passer vers un domaine santé-sécurité, réinterrogeant complètement nos organisations. Alors, oui, alors évidemment, je suis consultant, je forme, je vais aussi en entreprise conseiller en dialogue social, etc. Au nom de Gérézo, pour qui évidemment je travaille et j'anime un certain nombre de formations, c'est ce que je viens de vous développer très sommairement dans l'analyse, est repris effectivement pour se reposer ces questions et se dire effectivement comment on peut effectivement mettre en place un dialogue social riche, fort et j'allais dire soutenu. Moi, ce que je voulais partager avec vous, ces réflexions qui pour moi vont changer la donne. Et donc, préparons-nous, faisons en sorte d'avoir le terrain fort pour répondre à cet enjeu du dialogue social de demain. Voilà, il me reste à
à vous remercier de cette attention. Et puis, s'il y a quelques questions, j'y répondrai si les services techniques me les envoient. Voilà. En tout cas, merci à vous. Alors, je prends les questions telles que je les ai là. Donc, Isabelle, la peur d'être licencié ne va-t-elle pas ralentir le dialogue social de la part des employés? La peur du licenciement, elle fait effectivement, dans une première approche, elle peut effectivement faire que, à mon sens, le salarié puisse se retourner vers lui. Mais aujourd'hui, me semble-t-il, il y a le monde social a montré que les collectifs, les prises de conscience font que, passer la peur, on s'organise. Et que le licenciement sera peut-être nécessaire dans les entreprises. Il faudra que tout le monde voit pourquoi c'est nécessaire, comment ça s'est accompagné et comment on en a discuté. Donc, je vous dirais, Isabelle, pour moi, par rapport à votre question, je pense qu'elle ne restera pas à l'intérieur, mais qu'elle sortira, elle sera partagée. On voit bien la prise actuellement de conscience. Dès que quelqu'un est pas bien, on voit ces réseaux sociaux, comment ils réagissent. Pourquoi, finalement, ces réactions, on ne les retrouverait pas au sein de l'entreprise. C'est ce qui me fait dire cela. Thierry, ne pensez-vous pas que dans beaucoup d'entreprises, la crise sanitaire a été l'opportunité, au moins autant qu'une contrainte, d'alimenter, de renforcer le dialogue social sur le terrain psychologique autant que physique? Oui, mais ça l'a été c'est-à-dire ça a été stéréotypé. J'ai des remontées, par exemple, dans la relation sociale, beaucoup, par exemple, de représentants de salariés au sein des CSE, les retours que j'en ai me disent on n'aime pas l'outil informatique de faire ce dialogue à distance. Bon, c'est pas, nous, c'est ce qu'on fait ce matin, mais en tout cas, il est mal ressenti. Et j'ai même vu des leaders me dire moi, j'ai tellement peu envie et j'aime tellement peu cet outil que je n'interviens même quasiment plus. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que la crise sanitaire, c'est une chape de plomb qui est tombée. On a discuté, effectivement, sur ces problématiques. Mais justement, on en a discuté. Alors, pourquoi pas aller plus loin et reparler de tout ce qui est organisation du travail? C'est pour ça que j'étais rentré un petit peu par ce prisme-là, en vous disant, mais je pense que la santé-sécurité va prendre une influence toute particulière, et c'est elle qui nous fera parler en entreprise des organisations de travail. Finalement, souvent les réponses, c'est de dire, les organisations de travail, elles sont toujours vues, non pas sur les conditions de travail ou les organisations, mais sur le temps de travail. C'est le grief qui est souvent fait, parce que effectivement, c'est un peu plus simple d'appréhender ces évolutions par le temps de travail que par les organisations. Demain, je pense qu'on n'y coupera pas, et on n'y coupera pas d'une façon plus intense. Voilà ce que je pouvais vous apporter. Alors, une question qui est posée par plusieurs personnes, Thierry, Joseph, question similaire, le développement durable du télétravail et la distance en conséquence, et la distance en conséquence accrue entre les salariés et les représentants, est-ce qu'elle n'est pas, alors, et leurs représentants, n'est-elle pas une des conséquences post-Covid à considérer prioritairement? Oui, entre autres, cette distance accrue, elle est indéniable.
c'est pour ça que je vous disais, on a présenté les trois dimensions, représentant du personnel, dimension syndicale et corps social, et que effectivement, il va y avoir des recalages à faire. Ce qu'on souhaite tous, c'est que les corps intermédiaires soient toujours présents dans l'entreprise et d'une façon forte, parce que c'est quand même un élément de régulation au sein de l'entreprise, parce que si on doit tomber dans des groupes dans lesquels on tombe dans des revendications très corporatistes, c'est compliqué, très compliqué. Déjà que les crises sociales sont compliquées en entreprise. Là, du coup, ça les rend quasi ingérables. Donc, oui, ça crée une distanciation. Je pense que les acteurs vont vouloir se rapprocher et que c'est sur le contenu sur lequel on va dire, mais maintenant, ce que l'on veut que vous parliez, c'est plutôt de ce sujet-là. C'est comme ça que je l'appréhenderai. Mais votre question trouve toute son importance aussi. Il y a quelques points encore, on est bien d'accord, sur lesquels on a des zones d'ombre dont on ne sait effectivement comment ça peut évoluer. Une autre question, ne faut-il pas plutôt sortir de la logique peur, risques sociaux vers challenge, opportunité et sortir du cadre actuel et compter sur l'intelligence individuelle et collective? Alors là, oui, 1000 fois. Mais alors, sur l'objectif, je ne peux pas mieux la partager. Je pense qu'on doit être nombreux à la partager là-dessus, mais il faut l'organiser. Pour ce que vous souhaitez comme objectif, je pense qu'il faut l'organiser. Et c'est pour ça qu'il faut que tous les acteurs prennent leur place, que les managers prennent leur place. Vous avez vu, ils ont 3 terrains sur lesquels ils peuvent être très présents, mais on leur demande finalement rien en contributif sur le dialogue social. Sur la filière RH, qui peut apporter beaucoup. Et finalement, on laisse toujours le grand responsable porter la parole. On peut avoir des échanges sans engager la politique pour autant. Donc oui, sur l'objectif, pour moi, il faut l'organiser et il faut des équipes fortes. La responsabilité du dialogue social de demain n'est-il pas d'éviter de transférer au niveau de l'entreprise les dysfonctionnements actuels de notre société civile, mais surtout d'être novateur dans les échanges? Alors, je ne peux que partager. Lorsque je vous ai effectivement présenté le risque de l'influence de l'externe de l'entreprise, je vous ai effectivement pas dit que c'était souhaitable, mais la question de dire est-ce que ça peut venir dans l'entreprise, c'est une vraie question. La réponse, elle peut être que par un dialogue social et des partenaires forts au sein de l'entreprise. Moi, personnellement, je prône un dialogue social fort, soutenu, construit. Alors après, les curseurs, on les bouge, on n'est pas d'accord sur tout, mais ça, c'est la vie du dialogue social. L'entreprise a ses nécessités, les représentants des salariés ou des syndicalistes vont avoir leur discussion. Ça n'est pas un problème. On sait bien que finalement, sur des grands thèmes, dans les différentes formes de syndicalisme ou de représentation, qu'on soit dans un syndicalisme dit réformiste, on réforme, dans un syndicalisme dit de lutte ou de combat ou d'opposition, on réforme aussi. Bien entendu, ça passe plus par la case conflit que coopération, ça c'est sûr. Mais ça réforme quand même. Donc, même avec des partenaires sociaux qui sont sur plutôt ce syndicalisme-là, on arrive à évoluer au sein de l'entreprise. Je partagerai une chose avec vous, c'est, me semble-t-il, plus ça sera fort dans l'entreprise, plus peut-on penser qu'on va s'éviter effectivement ces travers de l'externe et qu'elles viennent polluer le monde de l'entreprise. En tout cas, on peut souhaiter qu'elles n'y viennent pas en tout cas pour polluer, c'est assez compliqué.
Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, il me reste à vous remercier de votre participation, de vos réactions. Vous avez vu, hein, vos questions m'interrogent aussi, parce qu'elles vous interrogent. On se pose beaucoup de questions sur ce dialogue social. Je reviens, structurons-le. Regardons, structurons-le, prenons nos acteurs et montons-les en puissance. C'est, me semble-t-il, la bonne réponse au sein de l'entreprise qui va connaître des difficultés immanquablement. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura apporté. Et puis, c'était un webinaire qui se voulait dans l'interrogation et la réflexion, plus qu'effectivement dans des solutions toutes prêtes, même si structurellement, on peut construire des choses, bien entendu. Voilà, merci en tout cas à vous, et puis peut-être au plaisir de vous retrouver dans un autre webinaire. Au revoir.